Merci pour cette invitation. Alors, l'intitulé de cette intervention, c'est « Les limites de la croissance de la Smart City ». Ça a été rappelé, tu as rappelé, Olivier, quelques bornes chronologiques. On peut dire effectivement que depuis une dizaine d'années, le succès conceptuel de la Smart City créé par les industriels et les ingénieurs de Cisco et IBM, entre autres, ne faiblit pas, porté par l'explosion de la numérisation de l'économie, des échanges de données et du cloud et de l'annonce des 50 milliards d'objets connectés pour 2020. Le paradigme de la Smart City a envahi l'imaginaire urbain et colonisé l'esprit des décideurs politiques. La fascination autour de cette urbanité numérique en devenir et son économie reste toutefois, il nous semble, oublieuse de sa matérialité. Et l'emprise spatiale et énergétique des infrastructures de la vie numérique nous semble poser une double question. La première, c'est qu'elle replace au centre des débats l'obsession de l'innovation et la démesure énergétique des infrastructures qui sont censées la faire fonctionner. Tu as cité ce chiffre de 51%. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le principe d'accroissement exponentiel des données nécessaires à son fonctionnement n'a pas pour corollaire une augmentation des besoins permanents, finalement, en espace et en énergie, en électricité notamment. La deuxième question est celle de l'implantation et de l'architecture des infrastructures numériques, en particulier des data centers. Comment architecturer et intégrer ces objets en pleine expansion dans les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, puisque les data centers se développent aussi à très grande vitesse dans les zones urbaines denses, et ce n'est pas juste des objets posés sur des territoires, dans des territoires ruraux en région. Alors, plusieurs points. Moi, 3 points, je vais développer 3 points, ensuite je passerai la parole à Cécile. Ce sera plus de mon côté une mise en perspective historique, avec un premier point que j'avais appelé un concept-outil, donc la Smart City, un concept-outil providentiel pour lutter contre la catastrophe. On connaît l'histoire, en 2010, avec l'appel international qui s'appelait Smarter City Challenge, IBM a proposé de mettre à disposition des acteurs des collectivités territoriales des consultants pour imaginer des villes plus intelligentes. Et en partageant leurs données urbaines, plus de 2000 collectivités sélectionnées ont bénéficié en retour d'une expertise en planification stratégique, en gestion de données et de compétences technologiques sur un domaine choisi. Donc ça pouvait en être la mobilité, le transport, l'énergie, etc. Comme l'affirme Valérie Peugeot, qui est prospectiviste chez Orange Labs, elle nous dit « Le rêve d'ordre ne se fait plus par le plan, ce n'est plus l'urbaniste qui en trace les contours, ce sont les ingénieurs du secteur informationnel ». Et c'est intéressant de voir aussi que, historiquement, il y a une corrélation entre la crise économique et climatique de la fin des années 2000, 2008, et le succès de cette offre de services qui va faire triompher, on pourrait dire, le global sur le local, puisque l'intelligence est dans la machine qui aurait les capacités de prévoir et de traiter des problèmes de très grande échelle, capacités dont l'humain ne dispose pas pour mesurer les effets sur la petite échelle, sa ville, sa commune, son quartier. Pour l'historienne des sciences Orit Alpern, les préoccupations concernant le changement climatique, la raréfaction des sources d'énergie et l'effondrement de la sécurité et de l'économie font se tourner les urbanistes, les investisseurs et les gouvernements vers des infrastructures intelligentes envisagées comme lieu de production de valeur et comme salut possible pour un monde sans cesse défini par les catastrophes et les crises. Donc cette notion de catastrophe et de crise, elle nous semblait importante. On peut alors s'interroger sur le futur véhiculé promis par la Smart City, sur le type de société. Quelle est la vision d'avenir véhiculée par ce qu'on pourrait appeler l'idéologie Smart City en quelque sorte? Infléchit-elle la tendance capitalocène globale? Alors la notion de capitalocène, elle est intéressante parce qu'elle politise la notion d'anthropocène, dont on a tous beaucoup entendu parler. Cette notion de capitalocène, elle est notamment discutée en France par les historiens de l'environnement, Jean-Baptiste Fressoz, Christophe Bonneuil, aux États-Unis par d'autres figures. Et on peut effectivement se demander si les enthousiasmes d'un Jérémy Rifkin, par exemple, sur le productivisme post-carbone et la croissance verte, ça nous montre, quand on regarde un petit peu en détail ces projections,
qu'il n'y a aucune adaptation de l'empreinte écologique des humains à la capacité de charge de la planète. Et on pourrait dire que les scénarios portés par les promoteurs de la Smart City s'inscrivent dans une perspective qui vise à repousser les situations de crise, qu'elles soient économiques, environnementales, politiques, par l'espoir d'une meilleure gestion et anticipation des consommations et de la production actuelle, notamment via la croissance des énergies renouvelables, des micro-productions locales, etc., sans pour autant que l'épuisement des ressources, minerais, terres rares, sable, eau potable, etc., et les pollutions diverses ne soient un levier susceptible de réorienter, disons, globalement notre impact sur le système Terre, comme aimait à l'appeler un certain Richard Buckminster Fuller, grande figure de l'architecture et de l'urbanisme. Deuxième point, donc cette question de repousser les limites, repousser encore les limites. La transposition de la simulation des interactions informatiques à l'urbain a notamment été portée par quelqu'un qui s'appelle Jay Forrester, spécialiste des systèmes de défense, dans plusieurs de ses travaux. Et en 1971, alors Forrester, il est membre du Club de Rome, c'est intéressant, il publie notamment un texte qui s'appelle World Dynamics, où il développe un système de modélisation globale qui examine la croissance démographique et l'industrialisation dans un monde aux ressources finies. Donc c'est les années 70, on est en 71. La crise des ressources pétrolières et environnementales va offrir un nouveau champ d'expérimentation à la dynamique des systèmes. Donc il y a une corrélation dans ces années 70 entre finalement cette histoire qui vient de la cybernétique et puis la crise environnementale qui est en train de se fixer, de poser des nouvelles questions, le choc pétrolier de 73. Et le Club de Rome va commander au laboratoire de Forrester une simulation de l'avenir de l'humanité sur une période de plus d'un siècle. C'est le fameux Club de Rome. Et c'est le fameux texte du Club de Rome, Les limites de la croissance, qui est publié en 72. Dans les prédictions, et il y avait encore il y avait une interview dans la presse hier de Denis Meadows, un des fondateurs, un des écrivains de ce rapport, un des auteurs de ce rapport, qui revenait un peu sur l'histoire encore de ce rapport. Et dans les prédictions, on se souvient que 9 scénarios conduisaient au dépassement des biocapacités de la planète et à l'effondrement. Je ne détaille pas sur toute cette histoire qui est assez connue. Et 4 autres scénarios offraient un avenir plus ouvert avec une croissance qui s'arrêtait en douceur. Les auteurs du rapport militaient pour des dynamiques de décroissance qui permettraient d'inverser celle de l'effondrement. Dans les années 92, en 1992, le rapport a été mis à jour avec un titre qui s'appelait « Au-delà des limites », et les auteurs formulaient une nouvelle mise en garde avec cette fois le constat que les limites de capacité de charge de la planète étaient dépassées. Et cet exemple, je le trouve intéressant de revenir à Forrester et à cette période du Club de Rome où finalement les outils informatiques, numériques permettent de créer des scénarios. Et cet exemple montre l'appropriation d'un outil de simulation informatique pour un projet de société décroissant, dans la mesure où il est démontré qu'une croissance, notamment économique, perpétuelle, est incompatible avec la préservation du système écologique et de la vie humaine, quel que soit, et c'est bien précisé dans le texte, c'est intéressant, le niveau de progrès technique et d'innovation espéré. Voilà, donc cet appel à ne pas dépasser les limites conserve aujourd'hui un puissant écho. Pourtant, le champ de l'innovation technique ne cesse de les repousser, toujours, et ce concept de la Smart City s'inscrit aussi dans cette perspective, par l'utilisation d'outils et de produits technologiques dont les effets en termes de réduction des impacts environnementaux n'ont pas sérieusement été évalués. Il y a une étude de l'ADEME là-dessus qui est très intéressante, qui a été publiée en 2016, qui s'intitule « Le potentiel de contribution du numérique à la réduction des impacts environnementaux, état des lieux et enjeux pour la prospective ». C'est une sorte d'état de l'art qui montre que finalement aucune étude sérieuse ne permet d'affirmer que le numérique nous permettra d'assurer une baisse des consommations. Donc, le concept, la Smart City, prospère sur la menace d'une crise, notamment urbaine, qu'elle prétend maîtriser et dominer, et cela depuis le début des années 60. Il y a une autre personnalité qui s'appelle Negroponte,
qui est lui l'inventeur de la notion d'environnement réactif. Donc ça aussi pour montrer encore une fois l'ancienneté de ces problématiques. La Smart City a des antécédents conceptuels et expérimentaux bien avant nos années 2018. Et Negroponte, lui, travaille et rêve, on pourrait dire, d'une architecture augmentée qui anticipe et qui résiste à la dégradation, qui se restructure elle-même en cas d'altération. Et quand on lit ces textes, il y a beaucoup d'échos avec la période contemporaine. Donc cette utopie de l'environnement réactif qui propose de s'appuyer sur des machines pour mieux optimiser, augmenter, calibrer. Et c'est intéressant de voir aussi dans ces années-là le très fort investissement du MIT, tu le citais tout à l'heure, Olivier, dans les sciences comportementales et l'informatique appliquée à l'architecture et à l'urbanisme, et un certain nombre de publications et de rapports de cette époque-là, faits par ces laboratoires, ont aussi, on pourrait dire, fortement participé à créer un imaginaire urbanistique et un ensemble d'outils orientés vers la prévision, la prédiction, etc. Cette prolifération techniciste, la démultiplication de ces dispositifs de capteurs porterait aussi peut-être à son paroxysme ce que critiquait un historien de l'architecture et de l'urbanisme qui s'appelle Rainer Banham dans un texte qui a été publié en 1969 qui s'intitule « L'architecture de l'environnement bien tempéré » où il questionne la question déjà à la fin, au début du XXe siècle, la question de la surenchère technique. Le projet d'une ville augmentée, notamment par des capteurs, est aujourd'hui au cœur du projet technologique de la Smart City, dont la réalité reste à construire, les coûts à assumer et l'intérêt sociétal et environnemental à démontrer. Alors, je vais opérer à une transition, et après c'est Cécile qui prendra la suite, une infrastructure sans architecture, puisque si l'emprise territoriale du système technique numérique est équivalente à l'apparition des grandes infrastructures du XXe siècle, elle est plus complexe à saisir, car moins visible dans sa matérialité technique et architecturale. Tout à l'heure, tu parlais de l'illusion de cette ville intelligente dont on a du mal à saisir les infrastructures. On pourrait dire que cette absence d'architecture a plusieurs explications. La première, c'est que les data centers, donc les centres de données du début des années 90, n'ont pas été pensés comme un programme autonome, mais comme une excroissance du réseau, finalement, une sorte d'objet proliférant. Ils sont l'extension des placards de serveurs et des salles informatiques, originellement intégrées aux bâtiments de bureaux et aux complexes de recherche. C'est aussi la rapidité du développement d'Internet au moment de la naissance du web commercial, au début des années 90, qui participe à une démultiplication infrastructurelle qui est finalement assez mal anticipée. Et cette croissance rapide incite à un opportunisme finalement dans les choix d'implantation des centres de données, toujours plus près des points d'échange Internet, mais elle empêche aussi de prendre le temps de penser finalement l'architecture de l'infrastructure. Tout se concentre très vite pour gagner des parts de marché notamment. Et le caractère initialement décentralisé d'Internet a par ailleurs favorisé une multiplicité d'acteurs dans l'industrie du stockage de données et des développements non coordonnés qui n'ont pas joué en la faveur d'une réflexion architecturale plus poussée. Et il faut également souligner que l'industrie du numérique, notamment les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, entretient une féroce culture du secret et de leurs activités qui perpétue d'une certaine façon la discrétion et l'anonymat de ces infrastructures hyper sécurisées. Et cette invisibilité semble limiter la compréhension du fonctionnement du système technique numérique et de son économie associée, ce qui a peut-être aussi pour effet de minimiser les questionnements sur la viabilité environnementale de nos pratiques numériques. Voilà.